En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L. somos más que una embotelladora de bebidas de frutas. A través del tiempo, hemos demostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México. Con bebidas como Boing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica, social y cultural. Este sistema ha logrado crear una sinergia de productividad y beneficio colectivo. Ser una empresa como esta es un gran orgullo, un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, donde el consumidor es quien se beneficia al tener a su alcance productos nacionales de la mejor calidad. En Cooperativa Pascual estamos conformados por una extraordinaria infraestructura acorde al siglo XXI, en el que trabajamos con equipo y tecnología de vanguardia, lo que nos permite fijar metas a corto y largo plazo basadas en las necesidades del mercado y las preferencias de los consumidores. Contamos con 2 plantas de producción, una en San Juan del Río, Querétaro, y otra en Tizayuca, Hidalgo, en las que elaboramos toda la gama de productos aplicando los más altos estándares de calidad, con la confianza de responder en tiempo y forma a la gran demanda del cada vez más competido mercado de bebidas. En estas plantas producimos más de 40 millones de cajas anuales, con el apoyo de 4 sedes en la Ciudad de México, 30 sucursales y un creciente número de distribuidores autorizados a lo largo del territorio nacional. Comercializamos nuestras ya tradicionales marcas como son Boing, Pato Pascual, Lulú, Néctasis, Agua Purificada, Mexicola y Power Dog, además de la leche Pascual. Nuestras plantas tienen la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015 en los procesos de elaboración de bebidas, néctares y pulpas de fruta. Asimismo, contamos con la certificación de FDA en Estados Unidos, lo que nos permite exportar nuestros productos a este país. Para la elaboración de nuestros productos, utilizamos fruta selecta, verificada directamente por nuestra área de control de calidad. Apoyamos el desarrollo y crecimiento del campo nacional, ya que, beneficiando a los productores del campo mexicano, en Cooperativa Pascual consumimos más de 20,000 toneladas de frutas al año. Y con la compra directa del azúcar que se requiere para la elaboración de las bebidas que comercializamos, se apoya también a los ingenios azucareros de nuestro país. En una empresa como esta, basamos parte de nuestra fortaleza en la distribución de nuestros productos. Por esto, contamos con una infraestructura de unidades de reparto, asegurando así que nuestras bebidas se puedan disfrutar en cada rincón de México y el extranjero. Para Cooperativa Pascual, el consumidor es lo más importante. Por esto, nuestras decisiones, el personal, las inversiones en tecnología y capacitación se enfocan en satisfacer a los paladares más exigentes. La excelencia de nuestros productos nos ha merecido diversos premios, como el de la excelencia europea, el americano de calidad y reconocimientos internacionales al prestigio comercial de bebidas de marca y calidad. Dentro de la cooperativa tenemos una Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC, con un amplio acervo pictórico de importantes artistas. Esta fundación realiza exposiciones por todo el país y apoya diversos proyectos culturales independientes. Por otra parte, contamos con un centro recreativo ubicado en San Juan, Teotihuacán, para el esparcimiento de los trabajadores y del público. Antes de arrancar, y me voy a saltar un poco el protocolo, pero le voy a pedir al camarógrafo que me ayude a dar una vista completa del espacio, porque la verdad es que, aunque no estén, me gustaría que vieran qué hermoso lugar, todos los planteamientos que tuvimos de reflexión, de poner ahí arriba en esas mantas, sobre todo para eso, para contagiar de economía social y solidaria todo nuestro espacio donde hemos compartido ya estos días, que puedan ver a las compañeras y compañeros que vienen a ofrecer sus productos desde la lógica de economía social. Y que por favor puedan ver que si bien somos pocas personas por la misma dinámica que nos ha planteado la vida en los últimos 2 años ya casi de la pandemia, sí sabemos que estas almas estamos llegando a muchas partes del planeta. Muchísimas gracias. Estamos ahora en una sesión especial.
esta sesión especial no sale del contexto ni mucho menos. N'est pas tiré du contexte de l'économie, en dehors du contexte de l'économie sociale et solidaire. Comme je l'ai dit, nous allons parler de travail digne pour les économies durables et les sociétés inclusives. Nous ne pourrions pas penser à une économie verte, à des espaces inclusifs, si nous ne pensons pas d'emblée au travail digne. Que veut dire le travail digne? C'est le travail qui donne des conditions de liberté, d'équité, de sécurité, de dignité humaine. Si nous ne mettons pas en avant la personne, l'individu, on ne parle pas d'économie sociale, on parlerait d'autre chose. Nous savons que cette session est tenue dans le cadre de la conférence régionale pour le développement régional de la CEPAL. Pour nous, c'est très important et je vais vous dire pourquoi. Mais avant, l'historique de tout cela, dans la région d'Amérique latine, nous savons que les inégalités sont un des éléments qui ont marqué l'histoire de notre région. Dans le cadre de la pandémie, non seulement cela s'est poursuivi, mais s'est aggravé de façon très importante. On calcule qu'on a perdu dans la région plus de 26 millions d'emplois. Et la grande question est, voulons-nous récupérer, à revoir une reprise économique? Et à un certain point, on reparle toujours de reprise économique. Mais la grande question ici est, voulons-nous une reprise économique dans le même contexte où nous étions avec des emplois inégalitaires, avec de mauvaises conditions imposées par le capitalisme? Et la réponse ici, il me semble que pour tous ici, la réponse devrait être non. Non sur toute la ligne. On doit penser à une reprise économique ébauchée à partir du travail digne. C'est ainsi qu'on le perçoit. L'économie sociale et solidaire ouvre la possibilité à une transformation sociale et économique où chaque être humain pourra déployer son potentiel maximum, qu'on puisse travailler dans des environnements pacifiques, sécurisés, égalitaires et justes. Et comment pouvons-nous y parvenir? Je tiens à renommer l'économie sociale. Parfois, on va parler de nombreux concepts rattachés à l'économie sociale, mais on le répète jusqu'à l'épuisement. Les entreprises ne sont pas collectives sociales. Pour tous ceux qui font leurs épargnes, qui travaillent, on ne travaille pas d'économie sociale. On parle d'autres modèles. Seul quand nous démocratisons la propriété entrepreneuriale, nous serions portés à parler de travail digne. Et maintenant, une petite anecdote avant d'ouvrir les autres sessions. Le professeur Juan Manuel Martínez Luvier, directeur général de l'INAES, il m'a dit qu'un professeur lui a dit que quand les changements socio-économiques sont survenus dans l'histoire de l'humanité, le modèle qui surgit est le modèle qui a travaillé avant la chute de ce modèle, de ce dit modèle. Et ce modèle est profondément rattaché par des alliances, des partenariats et des réseaux. Alors, quelle idée nous est venue à la tête que c'est justement ce qu'on devrait générer? Des partenaires, des partenariats, des réseaux, se communiquer en permanence pour voir ce qui tourne bien, ce qui ne tourne pas du tout, et ce qu'on fait bien, et travailler à partir de ce cadre logique de manière coopérative et de façon solidaire. Et ayant dit cela, il y a quelques mois, on a eu l'idée avec nos collègues de la CEPAL, justement, de nous centrer sur tous les pays d'Amérique latine. Et je me souviens que la première invitation qu'on a envoyée, 4 pays nous avaient confirmé leur participation. 11 sont arrivés, ont débarqué. Et la dernière fois, 6 sont confirmés, 14 ont débarqué. Tous les pays de la région s'intéressent véritablement à étayer l'économie sociale. Et aujourd'hui, dans le cadre du G7, nous voulons parler de l'emploi décent, du travail décent, digne, depuis la logique. S'il n'y a pas de travail digne, il n'y a pas de propriété collective et donc on ne pourra pas parvenir à un monde meilleur et cette reprise sera même pire qu'elle ne l'a été avant. Nous voulons avancer vers un monde meilleur et souvenons-nous, nous co-créons des voies pour une économie verte et inclusive. Alors, nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui vont participer. Madame Berenice Alcalde, qui a travaillé d'arrache-pied pour que cela soit possible et je la félicite et je félicite toute son équipe et son groupe. Et avant de démarrer, un message institutionnel à Rodrigo Martinez, officier supérieur aux affaires sociales de la division au développement social de la CEPAL. Rodrigo, soyez le bienvenu et nous vous écoutons. Merci beaucoup, Humberto, ici à la distance. Salutations, Bérénice, tous les collègues
qui se trouvent en ce moment connectés en direct et où que vous vous trouviez, sachez que nous sommes toujours en condition de pandémie et espérons que ce format changera. Mais ces conditions nous permettent de nous connecter sur de différentes latitudes. Cela est positif et formidable, comme l'a mentionné euh, comme vous l'avez mentionné, et depuis le cône sud et le cas de la Corée, où nous avons également des participants, et cela devient ainsi très important. Bon, je tiens à mettre en exergue ce qui a été déjà mentionné. Salutations toutes spéciales à la CEPAL, à la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et bon, pouvoir me joindre à cette conversation. On a voulu participer parce que depuis 2 ans, on travaille conjointement dans le thème de l'économie sociale et solidaire, dans le cadre de la conférence régionale au développement social que nous avons justement tenue dans la ville de Mexico à la fin de septembre, début octobre 2019. Et un des éléments qui a été mis en avant quand nous avons présenté l'agenda social au développement inclusif, on avait la participation et la visibilité de ces instruments de politique publique de l'économie sociale et solidaire dans notre région, tout particulièrement, qui pourrait être un levier pour le développement des personnes, l'amélioration. Et quand nous parlons de développement intégrant un format de développement durable. Et dans ce sens-là, le fait que les pays aient approuvé cet agenda, ce programme, en mettant en exergue tous ces éléments, les faisant valoir, c'est important, mais dans cet agenda et qui est mis en relation avec tout ce qui a été dit, on voit la nécessité de prendre de l'avant dans l'universalisation et parvenir pour tous et pour toutes à une protection sociale qui soit intégrante, universelle, durable et résiliente. Et vu les conditions de la pandémie, la résilience devient de plus en plus importante dans le contexte des catastrophes qui nous frappent dans la région. Bon, je tiens à parler de travail digne. Nous avons également relevé dans cet agenda l'importance d'avancer dans le cadre de la protection sociale universelle et dans le cadre de cette protection sociale contributive, non contributive, liée au travail et à l'aide sociale. Et l'importance que tous aient accès à leurs droits, accès à un niveau minimum de liberté. Et cela signifie que pour tous les salariés, le thème du travail digne est absolument fondamental et l'économie sociale et solidaire dans la région joue un rôle très important, un rôle pour porter ce principe de l'avant, non seulement quant à l'accès des biens et des services, les droits sociaux, mais quant à la qualité, le développement de la qualité, le développement personnel, le dépassement de soi. Et dans ce cas-là, je mets en exergue le rôle que nous jouons. Quand nous parlons d'économie sociale et solidaire, alors on rassemble des éléments de politique, les politiques sociales ainsi que les politiques économiques. Et voilà le grand défi ici. Il y a des acteurs, comme on le verra, qui proviennent de différents fronts de bataille du côté de la politique sociale et économique qui nous parlent de la diversité et des rencontres que nous pourrions tenir. Et ces réunions dont Humberto parlait nous rappelle que nous avons pu articuler et rassembler les personnes des différentes institutions des différents pays qui reflètent cette diversité et qui nous portent à trouver des synergies. Et maintenir la synergie positive, ce qui est important, c'est de trouver les synergies et non pas poursuivre des voies parallèles. Aujourd'hui, nous avons une chance de transformation pour nous en sortir de la pandémie et nous en sortir en mieux. Et c'est le défi et l'invitation à nous efforcer pour parvenir à l'emploi décent, à l'emploi digne avec une protection sociale. Et justement, dans notre région, nous n'avons pas les conditions de travail digne, nous n'avons pas les conditions
et qui donne aux personnes l'opportunité d'avoir une reprise. Nous savons que c'est une des caractéristiques de notre région. Le thème est comment allons-nous transformer ces inégalités en opportunités dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Bon, merci pour cette opportunité de pouvoir parler de ces défis. Vous êtes les bienvenus et merci de m'avoir invité. Merci, Rodrigue. Dans l'Amérique latine, dans notre ADN, nous avons l'économie sociale et solidaire. Toutefois, comme Madame Béatrice Analey m'a dit, que ce ne soit pas comme le savon. Le savon ne va pas changer une culture. Ce qui va changer, c'est nous laver les mains pour que le monde soit meilleur. Nous savons que le savon est là. Mais si nous ne sensibilisons pas tout le monde tous les jours, on va en rester comme à cette belle expérimentation, au niveau d'une expérimentation. Mais ce qu'il faut, c'est co-créer, générer et livrer des résultats. Merci pour ton message, Rodrigo. Et maintenant, l'allocution de bienvenue à Monsieur Juan Martínez Louvier, directeur général de l'Institut à l'économie sociale du Mexique, pour qu'il nous fasse son allocution. Juan Manuel, vous avez la parole. Hola, muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles a ustedes, Bonjour, colegas, c'est un plaisir funcionarios, de representantes de las vous instituciones envoyer mes salutations, collègues, distintos países de fonctionnaires América Latina y del Caribe, encargadas et tous les de la gran collègues des misión de différents fomentar pays la d'Amérique economía social y latine, solidaria des Caraïbes, en nuestra qui sont región. responsables Me da muchísimo de gusto, porter en además, avant que l'économie podamos sociale et encontrarnos en el solidaire dans notre contexto région del Foro et Global de la je suis Economía heureux de Social, pouvoir que vous retrouver dans le afortunadamente, contexte du junto con el forum Gobierno de la du Ciudad de GSF 2021 qui est tenu dans la ville de Mexico, l'INAES et le comité coordinateur du G7. Nous avons pu tenir cette manifestation dans le contexte de la pandémie. Cela fait que nous puissions être ensemble, nous rassembler. Je remercie la CEPAL. Depuis il y a quelques mois, nous travaillons conjointement pour parvenir à la création de ce réseau de fonctionnaires et d'institutions et pour renforcer l'économie sociale et solidaire comme un des grands vecteurs, la boussole pour améliorer la condition de nos sociétés et le bien-être. Et je suis heureux de pouvoir tenir cette session. Ces sessions cherchent à approfondir le concept du travail digne, l'économie durable et les sociétés inclusives. Et c'est un thème fondamental. Je ne tiens pas à prendre trop de temps là-dessus, mais il est crucial de voir cette reprise, comment les expériences de nos pays, comment se ciblent sur cette création d'un futur à partir de la dignité de ce qui est plus précieux dans nos sociétés, les individus et le travail, la capacité de générer la prospérité et qu'à partir des techniques de l'économie sociale et solidaire, on pourra arriver à une meilleure destination. Alors, organisé avec la CEPAL, nous sommes tous sur cette même voie et j'espère que ce sera une réunion très fructueuse, que nous puissions tous être généreux à partager nos expériences, nos capacités d'articulation et que très bientôt, nos actions, nos agissements porteront fruit sur le territoire et que nous en serons satisfaits. Merci de participer à ce forum social et solidaire et j'espère qu'on pourra se rassembler en présentiel dans la ville de Mexico et merci beaucoup et j'espère et je formule les vœux les plus ardents que cette session soit couronnée de succès. Merci pour ta participation, pour ton message, Juan. Est très important pour nous et c'est un message de bienveillance, de co-création pour construire des réseaux dans toute la région. Bon, justement, quand nous parlons de travail digne, quand j'ai eu l'occasion de connaître le modèle coopératif à Mondragón dans le Pays Basque, moi je me disais, ces entreprises sont portées
à être beaucoup plus rentables économiquement, beaucoup plus compétitives. Nous devrions être portés à être de meilleures entreprises dans tous les sens du terme parce que c'est nous les propriétaires et personne qui a un peu de jugeote, à qui on demande de décider dans leur site de travail s'ils veulent des conditions d'équité, de justice, de dignité, si on leur demande s'ils le veulent ou pas, ils vont pas dire non. Alors, les entreprises à propriété sociale devraient être des sites de travail qui naturellement génèrent du travail digne et un travail bien plus engagé pour livrer de meilleurs résultats au niveau collectif et communautaire. Et bon, dans ce sens-là, l'Organisation internationale, l'OIT, a été le précurseur du travail digne. C'est pour ça qu'on invite Madame Noémie Fex. Elle a été un des premiers individus que j'ai connus quand nous avons entamé cette voie et nous avons eu de très bons dialogues à la construction, voir quel est le cap du travail décent et comment l'économie sociale et solidaire devrait être l'axe principal pour y parvenir. Alors, je cède la parole à Noémie Fex, officier à l'emploi de Bureau du Mexique, Cuba et l'Organisation internationale du travail. Noémie, nous écoutons votre message. Merci Humberto. Merci à la CEPAL et à l'INAES pour cette invitation à ce forum ce forum mondial de l'économie sociale et solidaire, très important. Je vais partager l'écran. Alors, bon, vous avez déjà ma présentation. Bon, je tiens à vous parler du travail digne. Mais en ça, de ce thème, les conséquences de la pandémie dans le marché du travail en Amérique latine et les Caraïbes, l'importance des organisations de l'économie sociale et solidaire à la reprise, dans le cadre de la reprise économique. Bon. Et pour souligner et mettre en exergue quelques données de la crise dans le marché du travail, dû à la pandémie et la crise sanitaire, mais dans le secteur financier également. Et il est important de reconnaître que l'Amérique latine et les Caraïbes ont été une des régions qui ont eu la plus grande concentration d'heures de travail pendant l'année 2020. Nous avons perdu près de 16% des heures de travail en comparaison avec 2019. Et il est important de voir que c'est une des régions qui a le plus de défis à relever et que ce chiffre de 16,2% heures de travail perdues double le chiffre d'heures et le total d'heures au monde au niveau global. Alors, la région a été frappée et dans le contexte du travail. En 2021, nous avons déjà des indices de reprise économique, de récupération de postes de travail, mais il est important de reconnaître également que 70% de ces postes de travail qui ont été récupérés sont des postes de travail informels. Et bon, cela aura des conséquences négatives, évidemment, en ce qui concerne l'accès aux droits du travail pour les travailleurs informels, mais également se traduit en l'absence de protection sociale pour ces travailleurs informels. Alors, même si on voit qu'il y a une reprise économique, nous avons encore de très nombreux défis en termes d'accès à l'emploi, par exemple. Nous avons toujours un taux d'emploi beaucoup plus faible dans la région, un taux de participation économique qui ne s'est pas encore remis. Il y a de nombreuses personnes qui ont quitté la vie active et cette crise a eu un impact dans le taux de chômage et qui a augmenté de 9 à 11%. Il est également important de reconnaître qu'il y a des populations ou bien il y a des personnes qui ont été plus frappées par la crise, tout particulièrement les femmes, les jeunes et les personnes
vulnérables qui ont été frappés de façon inédite par la contraction de l'emploi et des revenus. Et cela viendra à exacerber les inégalités dans notre région, sans doute. Mais après avoir présenté cet aperçu, je tiens à vous parler du travail digne, qui est le thème qui nous interpelle aujourd'hui. On en a déjà parlé. Bon, le travail digne, pour être digne, on doit créer des opportunités d'emploi productifs pour tous et pour toutes, pour les femmes, pour les jeunes, pour toutes les personnes qui voudraient travailler, devraient avoir accès au marché du travail. Bon, par ailleurs, le travail digne, ce concept de travail digne va garantir les droits en matière de travail, par exemple le droit à exercer le travail librement, que ce ne soit pas du travail forcé, de forcené, ou à exercer un travail, un labeur rémunérateur pour vivre dignement. Le travail digne suppose qu'il y a des mécanismes de protection sociale et ce sont les mécanismes qui protègent les individus des aléas de la vie, par exemple, que les travailleurs puissent avoir accès aux services médicaux et de santé et un service de pension et qui reçoivent une protection au cas d'un accident du travail. Et le dernier point soulevé, qui est très important également, le travail digne également implique le dialogue social, que chaque travailleur, chaque salarié puisse être représenté et que le travail digne soit à même de garantir ses droits en matière de travail et qu'ils aient accès également au cadre de négociation de contrats collectifs. Alors, c'est justement une petite introduction sur le travail digne et passons maintenant au thème de l'économie sociale et solidaire. Bon, comme vous le savez déjà, l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises, des organisations qui produisent des biens, des services et des savoirs qui desservent les besoins des communautés. Ce peut être des coopératives, des associations. Et ces entreprises, ces organisations offrent des opportunités pour générer des emplois dignes et de développement et qui est centré sur les individus et sur la planète, car évidemment, ils sont ancrés dans leur communauté et qui visent à prendre en charge les besoins et les opportunités de ces communautés. Donc, il y a un grand potentiel d'innovation. Nous allons le revoir avec les exemples que poseront les autres pays. En termes d'emploi et pour les coopératives emploient près de 10% des salariés au niveau mondial. Et ceci est très important car même si ce chiffre semble faible, c'est une opportunité, c'est-à-dire reconnaître le travail de l'économie sociale et solidaire pour promouvoir le travail digne et également soutenir ces entreprises, ces organisations pour embaucher plus de travailleurs, de femmes, de jeunes et toutes les personnes qui soient à la recherche d'un emploi. Dans l'économie sociale et solidaire présente un grand potentiel, de grandes opportunités pour la création d'emplois dignes, mais a également eu des retombées positives dans la gestion de la crise, la gestion de la pandémie, de la COVID-19 et a eu également des impacts positifs à la création d'emplois dignes. Évidemment,
Nous allons écouter et les anecdotes et les exemples les plus significatifs, mais voici des activités importantes dans le cadre de l'économie solidaire et sociale, puisque c'est une organisation, le fait d'être un collectif organisé et on peut collaborer avec les gouvernements locaux, les gouvernements nationaux en vue de satisfaire les besoins les plus urgents grâce à des équipes de production, de protection, de prise en charge sociale, surtout dans le cas des coopératives, des biens et de services de la santé, mais jouer un rôle crucial pour préserver les chaînes d'approvisionnement de biens et de services et pour réorienter la production à temps et véritablement pour assurer la protection et la sécurisation du pays. Et en termes de coopératives financières et de banques éthiques, nous avons lancé des initiatives pour soutenir les PME, les micro et moyennes entreprises et les membres qui avaient des difficultés à repayer leurs crédits ou qui avaient besoin de crédit, par exemple, à cause des taux d'intérêt qu'ils ne pouvaient pas repayer ou des conditions de refinancement de la dette. Alors, il y a tout un éventail de services des organisations de l'économie sociale et solidaire, des modes très importants et je tiens à en souligner un, le potentiel pour les organisations de l'économie sociale de promouvoir des activités vertes. Nous savons que la reprise économique que nous recherchons doit être la même pour tous, mais doit être verte. Et nous pensons qu'une urgence, c'est de protéger notre planète. Alors, j'aimerais souligner l'expérience des coopératives de recyclage qui s'est produite dans plusieurs pays. Par exemple, au Brésil, en Colombie, mais également en Inde, au Sri Lanka. Ah, je vois que mon temps se termine, mais j'ai presque fini. Ce qui se passait assez souvent avec les planeurs de déchets, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment organisés. Ils étaient dans des conditions de travail et informelles et peu sanitaires. Donc, à travers leur organisation, lorsqu'ils ont créé leur coopérative, là, ils ont pu établir un dialogue avec le gouvernement local pour que le gouvernement local leur fournisse des camions de collecte des déchets et des équipements de protection personnelle. Et en fin de compte, aujourd'hui, ces personnes ont déjà accès aux mécanismes de protection sociale. Voilà donc quelques exemples intéressants pour montrer comment les organisations de l'économie sociale peuvent créer des emplois verts. Pour finir, je vous dirais simplement que lors de la prochaine conférence de l'Organisation internationale du travail en 2021, on a inclus un point sur l'économie sociale et solidaire pour un futur centré sur les personnes. Cela montre bien l'intérêt croissant manifesté par les gouvernements et par les acteurs sociaux pour ces nouveaux modèles économiques centrés sur la personne et sur la planète. Quant à la pandémie, nous, dans l'OIT, nous pensons qu'il est important que les entreprises et les associations de l'économie sociale et solidaire soient reconnues comme des entités ayant besoin et méritant l'aide mise en marche par les pays. C'est-à-dire que ces organisations devraient être considérées comme des partenaires bien plus résilients que les autres et importants pour le long terme.
Je termine avec ceci, mais je reste là pour écouter vos interventions. Merci, Noémie de l'OIT. Merci. Nous te sommes reconnaissants de parler de l'économie sociale et solidaire et de mentionner le mot entreprise. Parfois, les gens pensent que l'entreprise ne fait pas partie de tout cela, alors que, comme tous les modèles économiques, nous avons l'entreprise au centre de l'économie sociale. L'économie sociale est pour toutes et pour tous. Merci beaucoup, Noémie. Nous allons maintenant passer au carrousel d'expérience. Cela fait des mois que nous faisons ceci avec des institutions du gouvernement des différents pays de la région latino-américaine. Et là, les gens viennent et racontent de manière très spécifique ce qu'ils font dans leurs différents pays. Maintenant, nous allons poser une question. Oui, nous sommes dans un contexte de crise de COVID qui a frappé fortement l'Amérique latine. Mais la question est la suivante. Quelles sont les expériences positives dans la région qui, depuis l'économie sociale, a fait avancer le travail décent? Pablo Richard, il vient du Chili. Peux-tu nous dire ce que tu fais et quelles sont les expériences que tu pourrais partager avec nous? Merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je m'appelle Pablo Richards et j'appartiens à l'association de coopératives du ministère de l'économie. Bon, qu'est-ce que nous avons fait pendant toute cette période? Cette période a été très dure pour le monde entier, pas uniquement pour l'Amérique latine. Nous, ce qu'on a fait essentiellement, c'est de veiller au dialogue, parce que le dialogue est très important pour créer des mécanismes, des outils publics pour soutenir les organisations de l'économie sociale. Nous, on travaille avec trois types d'organisations, des coopératives, des groupes de producteurs et d'organisations de consommateurs. Donc, il y a des coopératives ou d'entreprises sociales. Et comme Noémie le disait, nous avons des exemples orientés surtout au thème vert. La coopérative est toujours fondamentale pour nous parce qu'ils mettent au centre la vie des personnes. Pour ne pas m'étendre, je voudrais citer deux exemples qui me paraissent pertinents. Tout d'abord, une coopérative dans la zone métropolitaine de la capitale du Chili. Cette coopérative permet aux personnes qui ont des difficultés d'intégration parce que, par exemple, ils sont étrangers ou ils sortent de prison, de s'intégrer à un emploi. Nous travaillons avec des coopératives reconnues au niveau international, non seulement comme des coopératives, mais également comme des marques. Nous travaillons avec près de 1500 coopératives. Ça peut sembler peu de choses, mais ça représente quasiment 10% de la population nationale. Dans ce sens, je pense que notre travail a été fondamental. Il y a eu dernièrement une forte croissance des coopératives du tourisme. Bien évidemment, dans cette crise, les coopératives de tourisme ont été fortement touchées. Ces coopératives sont donc importantes. Il y a aussi des coopératives d'agriculture, de pêche, et nous avons créé beaucoup de programmes de soutien. Par exemple, récemment, nous avons formé plus de 900 travailleurs. Avec eux, nous avons travaillé plus d'un an. Il y a aussi des subventions à l'emploi. Pardon, c'était un programme de subvention à l'emploi pour que les personnes puissent intégrer un emploi ou réintégrer un emploi. Merci, Pablo. Comme d'habitude, le Chili a des
coopératives exemplaires dans divers domaines économiques. Et maintenant, Pablo nous raconte à quel point le gouvernement et les coopératives ont travaillé la main dans la main. Maintenant, passons au Costa Rica. Et là, le vice-président Marvin Rodriguez va nous expliquer ce qu'ils ont fait dans leur pays. Buenos días, tenía problemas para desbloquear el audio de la computadora. Un gusto nuevamente, compañeros y compañeras, compartir con ustedes. Merci. Au Costa Rica, nous avons fait de nombreux efforts pour l'économie sociale et solidaire, tout ceci à partir de la présidence. Il y a un conseil présidentiel qui est un niveau en dessous du conseil de ministres et qui articule tous les efforts pour le secteur. Vous voyez donc quelle est l'importance qui a été donnée à ce secteur. Dans l'année 2020, en novembre 2019, nous avons terminé de formuler la première politique d'économie sociale et solidaire du pays. Même si le secteur a un énorme développement institutionnel, près de 100 ans d'histoire, nous n'avions pas encore de politique articulant tous les efforts des différentes institutions qui donnent des services au secteur. Donc là, c'est un premier effort pour rendre cohérent l'effort institutionnel. Même si nous sommes un petit pays de 5 millions d'habitants, nous avons 330 institutions publiques. Donc, vous imaginez bien la difficulté de donner du sens et de la cohérence à tout cet appareil. Et justement, le travail décent est l'un des axes transversaux de cette politique. Chacun des piliers doit répondre à l'objectif du 8e objectif qui vise une croissance durable et inclusive. Et justement, dans ce sens et en concordance avec l'appel du Costa Rica pour faire avancer une transformation écologique dans le cadre de la récupération post-pandémie, dans les efforts réalisés avec le gouvernement français également en faveur des personnes et de la planète. Dans ce cadre-là, j'aimerais vous parler d'une expérience associée au patrimoine naturel du Costa Rica. Au Costa Rica, 30% du territoire est protégé sous un schéma ou un autre de conservation. 70% de notre territoire, c'est une forêt, mais lorsque nous voyons ce qui se passe dans ces zones de protection, ce que nous voyons, c'est de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Donc, un de nos principaux actifs qui nous donne une belle réputation internationale et qui nous permet d'avoir un tourisme de bien-être bien positionné, en fin de compte, ne bénéficie pas vraiment les communautés qui se trouvent dans ces territoires. Donc, nous avançons dans les schémas de gestion partagée avec des entreprises, des organisations sociales et solidaires, des organisations de base qui fournissent des services, par exemple, de guides touristiques dans ces zones protégées, des services de logement, d'alimentation, etc. Tout ceci suppose un changement de la normativité parce que normalement, le patrimoine foncier de l'État est inaliénable. Mais on a fait ce qu'il faut petit à petit pour rendre tout ceci possible. Et un autre projet qu'on essaye de faire avancer, c'est les achats publics pour garantir un marché pour toutes ces entités qui tout d'un coup, toutes ces organisations qui tout d'un coup n'ont plus de marché. En ce moment, les chaînes mondiales sont fortement perturbées et l'économie sociale n'échange pas à cette situation. Donc, garantir le marché, ça a été un de nos objectifs principaux. Excusez-moi d'avoir dépassé le temps. Ne t'inquiète pas, Marvin. Au contraire, nous valorisons énormément ta participation. Nous savons que le Costa Rica a des exemples d'économie sociale très importants. Et vous montrez comment le gouvernement
soutient l'économie sociale et solidaire qui en même temps protège les zones les plus importantes pour la diversité de la planète et du pays. Maintenant, nous passons du Costa Rica vers le Nicaragua. David Lumbi va nous parler des actions de promotion du travail décent à travers l'économie sociale et solidaire. Soyez les bienvenus. Vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Eh bien, depuis le Nicaragua, je vous dis bonjour. Nous pourrions commencer par rappeler que la réalité du Nicaragua est marquée par une réalité où la majorité des petits et moyens producteurs sont très importants pour le pays. Ces petits et moyens producteurs produisent 55% de la richesse nationale. Donc, l'agriculture et les petits et moyens producteurs sont au centre de l'économie familiale et de l'économie sociale, comme on l'appelle ici. Comme nous l'avons affirmé ici. Une des caractéristiques du Nicaragua, c'est que pendant cette période de pandémie, contrairement à beaucoup d'autres endroits, l'économie du pays ne s'est pas fermée. Ce qu'a fait le gouvernement a été d'accompagner l'économie des petits et moyens producteurs qui ont une vitalité centrale dans leurs différentes expressions. Donc, nous les avons accompagnés. Nous les avons accompagnés également depuis le ministère de la Santé dans le cadre d'une stratégie régionale et nationale. Grâce à tout cela, nous pouvons dire que cette année, la croissance du Nicaragua va être d'entre 3 et 6%, selon les organismes internationaux et selon l'information officielle. Et tout cela est possible parce qu'il existe un modèle d'accompagnement fondé sur les personnes, sur la famille et sur la communauté. Como oposición a, podríamos decir, política indecente que cohesión. Nous avons construit ceci à l'encontre des politiques indécentes qui ont tellement rendu vulnérable l'économie nicaraguayenne. Donc, dans le cas de notre gouvernement, on accompagne les petits et moyens producteurs pour favoriser les programmes de commercialisation, les microcrédits, l'agriculture, l'émergence productive, etc. Mais il est important de souligner ici ce qui est que nous considérons l'utilisation de la technologie très importante aussi, surtout lorsqu'on accompagne les petits et moyens producteurs. Nous estimons qu'environ 100 000 familles qui ont été accompagnées depuis très tôt dans leurs petites entreprises reçoivent des ressources. Elles sont accompagnées à plusieurs niveaux dans les campagnes du Nicaragua. Merci. Je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, David. Comme dans le dialogue précédent, David disait que dans tous nos pays, la diversité culturelle est complexe, dans toute l'Amérique latine. Et c'est dans ce contexte qu'il faut faire avancer l'économie sociale et solidaire. Et tu soulignes, David, le thème de l'importance de l'inclusion technologique. Maintenant, on va vers le Paraguay où Madame Casares va nous parler, Maria Raquel Casares va nous parler de ce qui se passe dans son pays. Merci. Je vous parle du Paraguay. Moi, je travaille au ministère de Développement social. Au Paraguay, on a une expérience intéressante avec les migrants qui sont arrivés d'Allemagne. Et eux, ils ont constitué des entreprises productrices
qui exportent leurs produits dans plusieurs endroits du monde. Et eux, ils ont une forte expérience tant pour la qualité que pour l'organisation. Mais le ministère de Développement social et le gouvernement veulent limiter ces pratiques et créer une stratégie pour la réduction de pauvreté. Dans ce cadre-là, nous sommes dans un processus de diagnostic pour continuer à travailler dans l'économie sociale, mais avec une perspective légèrement différente parce que ce sont des familles en situation de pauvreté extrême, souvent des familles de communautés autochtones. En otros años tuvieron un corte y ahora estamos retomando para capitalizar. On essaye actuellement de capitaliser leur expérience et pour voir ce qu'ils ont fait dans la région. Merci à nos collègues du Mexique qui nous conseillent pour ces stratégies de réintégration économique en faveur de ces familles. Grâce à tout ça, nous sommes en train de nous rendre compte que nous devons approfondir notre capacité organisative, mais aussi normative. Tout cela pour travailler dans des situations d'extrême pauvreté. C'est là qu'il faut une plus grande sensibilité et également de meilleurs indicateurs d'emploi décent avec cette population cible. C'est difficile, mais pas impossible. Il y a de bonnes pratiques. Si nous continuons un bon accompagnement avec une bonne formation, nous pouvons organiser les personnes, flexibiliser les processus et tout cela peut nous donner de très bons résultats avec ce segment de la population. Espérons que bientôt nous pourrons conclure notre diagnostic et que nous aurons plus d'éléments pour pouvoir continuer à prendre les décisions pour la construction de ce réseau de lutte contre la pauvreté. Nous voulons profiter des leçons apprises de toute la région concernant l'économie sociale. Merci. Hier, nous nous demandions s'il y a un intérêt pour connaître les expériences de l'économie sociale et solidaire. Et justement, des entreprises de Paraguay sont venues nous demander de partager nos expériences. Ils font un diagnostic où ils veulent évaluer ce qui se passe vraiment dans leur pays. Tout cela est un bon exemple de comment on peut accompagner ces processus. Nous allons terminer la ronde d'expérience avec Richard Delgado. Dans le Venezuela, il y a également de bonnes expériences. Nous t'écoutons, Richard. Merci à tous et à toutes pour cette merveilleuse occasion que vous me donnez de m'adresser à vous. Je félicite tout le monde pour cette journée extraordinaire. Je vous dirais qu'au Venezuela, il y a une politique systématique de protection des travailleurs et des travailleuses. C'est prévu dans la Constitution. Mais en plus, pendant la pandémie, depuis 2014, nous sommes victimes de sanctions internationales qui ont fortement touché notre économie. Malgré cela, on avance avec notre gouvernement bolivardien en faveur d'un emploi digne, avec plus de 12 politiques systématiques de protection salariale, avec des bénéfices complémentaires. Nous protégeons même la petite et moyenne industrie et parfois nous exonérons même les entreprises d'impôts. Il y a plusieurs mesures en faveur des entreprises afin de garantir la stabilité de l'emploi. C'est là l'une des choses que nous faisons au Venezuela. En matière d'économie sociale, il faut également dire que nous
dans notre Constitution, on établit dans les articles 249 et 308 le système d'économie sociale. Donc, tout ce que nous faisons au Venezuela avec les coopératives, les caisses d'épargne et les entreprises de responsabilité sociale directe et indirecte, tout est protégé par la Constitution, par un cadre légal qui les couvre. Nous parlons là de 43 196 organisations productives socio-économiques de l'économie sociale reconnues au Venezuela et protégées par un ensemble de programmes et de projets qui garantissent le financement, les plans de financement, l'accompagnement technique, l'accompagnement socio-éducatif, la formation, la formation technique également, et tout cela en faveur de la participation des organisations. Nous faisons des achats publics qui les favorisent pour garantir ces 132 000 postes de travail qui existent dans l'économie sociale et solidaire actuellement. Voici quel est le panorama dans le Venezuela, qui est très complexe comme partout dans la région, mais nous nous solidarisons avec toutes les nations sœurs et nous sommes très heureux d'échanger ce que nous faisons. Au Venezuela, il y a d'abord une quantification et les structures identifiées, enregistrées sont ensuite accompagnées avec différents soutiens. Eh bien, avec cela, nous terminons le carrousel d'expérience, non sans remercier auparavant le Pérou, l'Uruguay, la République dominicaine et Cuba qui n'a pas pu être là, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui ont construit avec nous le réseau Alliance pour construire des politiques en faveur d'une économie sociale et solidaire qui partent de l'économie sociale et inclusive. Nous aimons généralement nous écouter pour voir ce qu'on peut améliorer dans nos pays. Et donc, je voudrais céder la parole à Pablo Yáñez, coordonnateur du siège sous-régional de la CEPAL au Mexique. Ça fait un moment que nous avons dialogué ensemble et nous savons que c'est un fervent croyant de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Pablo. Merci pour ton message. Oui, merci Humberto, merci Bérénice. Nous avons eu l'occasion de travailler avec vous tous. Effectivement, ça fait plusieurs années que nous travaillons avec l'INAES sur un mode très productif. Et je vous félicite parce que je pense que le Forum mondial d'économie sociale non seulement rassemble beaucoup de pays, mais rassemble beaucoup de pays, mais je félicite également la ville de Mexico. Toutes les expériences nous montrent que le grand secteur de l'économie sociale et solidaire est plus grand, plus complexe qu'on ne le croit généralement. Il semblerait un phénomène mineur, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus un secteur concentré uniquement sur les populations les plus pauvres. Non, en réalité, il est largement différencié. Il n'est pas lié uniquement à des activités primaires agricoles, mais interviennent de plus en plus des secteurs différenciés. Le rôle montré par les différentes entreprises concernant les coopératives d'épargne et de prêt est d'une grande pertinence, d'une grande importance. Maintenant, je voudrais qu'on commence à regarder vers l'avant. Quel est le rôle que le secteur de l'économie sociale et solidaire peut jouer pour la construction d'un nouveau style de développement? Parce qu'en fin de compte, si on parle de la nécessité d'une récupération transformatrice
Si nous ne voulons pas revenir au point de départ d'avant la pandémie, et si nous voulons identifier de nouvelles perspectives de développement, eh bien, dans ce sens, le secteur de l'économie sociale et solidaire a une grande responsabilité. Si nous affirmons que le nouveau style de développement devrait avoir deux caractéristiques essentielles, égalité et durabilité, ce que le secteur social de l'économie peut faire en termes de cette définition, c'est énorme. Il ne s'agit pas uniquement de consolider ce secteur. Ce qu'il faut faire, bien sûr, il faut non seulement lui permettre de développer tout son potentiel, ça oui, il faut le faire, mais en plus, il faut voir ce que ce secteur peut enseigner au reste de l'économie et au reste de la société. Parce que plusieurs des principes de ce secteur peuvent se transversaliser dans la structure de l'économie. On peut redéfinir le débat des perspectives de développement sur de nouvelles bases. Et je voudrais citer deux éléments dans ce débat. C'est un secteur où tous les éléments productifs, les entreprises, les organismes ont quelque chose de différent par rapport aux autres secteurs de l'économie. Eh bien, c'est que les brèches des inégalités internes sont beaucoup plus petites. Ce que nous voyons à l'échelle globale, c'est que les brèches à l'intérieur des entreprises productives en termes de rémunération salariale se sont élargies de plus en plus. Eh bien, au contraire, dans l'économie sociale et solidaire, les brèches de rémunération interne sont beaucoup plus faibles. C'est-à-dire qu'il y a une distribution de marché beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable. Et maintenant, il y a des débats très importants concernant la manière dont les politiques redistributives peuvent contribuer à des sociétés plus égalitaires. Donc, je crois que déjà, là, rien que ça, c'est une contribution. Quel est le type d'entreprise productive qui a des brèches internes beaucoup plus petites que dans le reste des économies? À l'intérieur de ces entreprises, les inégalités sont énormément atténuées. Ça devrait être une règle de tout l'ensemble de l'économie et pas seulement une particularité du secteur de l'économie sociale et solidaire. Durabilité. De nombreux collègues des autres pays ont mis l'accent sur le chemin très important développé par beaucoup d'entreprises et d'organismes de l'économie sociale et solidaire pour ce qui concerne les pratiques durables. Ce n'est un secret pour personne qu'il y a déjà une grande expérience dans le domaine de l'agroécologie. L'on a mentionné le recyclage et l'économie circulaire. Moi, je pense qu'il faut penser au recyclage, aux expériences environnementalement amiables. Pensons par exemple à la chaîne du café, un secteur très important au niveau des coopératives. Toutes ces expériences sont là à notre vue. Il y a beaucoup d'expériences pilotes, pionnières pour les pratiques agroécologiques, d'économie circulaire et même de solutions fondées sur la nature. Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un point d'été très important. Et qu'on ne se trouve pas seulement face à un fait où on peut faire le constat de l'importance, le poids et la densité de l'économie sociale en soi. Mais ceci n'est rien vis-à-vis de ce qu'on peut faire, l'énorme potentiel qui gît devant nous. Et en plus, reconnaître que toutes les réussites en termes de développement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire
et a été accompli sans les meilleures conditions, sans les soutiens des politiques publiques. Et dans de nombreux pays, on a fait ce dont on a parlé, le pouvoir d'achat gouvernemental pour bénéficier le développement du secteur coopératif en particulier, mais surtout l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup à faire, oui, et il y a énormément de potentiel devant nous. Et nous avons maintenant fait le constat du potentiel futur, mais non pas le développement ou la mise en place. En termes d'emploi, le secteur de l'économie sociale et solidaire peut devenir un instrument très puissant pour refermer la brèche de la participation économique monétaire entre hommes et femmes. C'est un secteur où la participation des femmes est pertinente, mais on voit là un potentiel de croissance et de développement assez marqué. Et si on pense aux nouveaux modes de développement en termes de croissance, durabilité et équité entre les hommes et les femmes, le secteur de l'économie nous offre déjà des résultats, mais également des potentiels à développer. Et dans ce sens-là, l'incorporation de ce secteur à la conception de l'économie macroéconomique, la conception de la politique du travail, la conception des instruments de protection sociale en vue de garantir que tout ce secteur puisse jouir de ses droits du travail qui correspondent. Je parle également des politiques industrielles. Nous devons avoir un partenaire en permanence, un acteur actif et permanent dans le cadre de toutes ces discussions. Et si nous sommes tous d'accord et si nous convenons tous sur le fait qu'il faut avancer sur cette voie de la transformation, sur ce développement, le secteur de l'économie sociale et solidaire est porté à faire des contributions pertinentes, très importantes et à évoluer bien plus de ce qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Au Mexique, nous avons le compte satellitaire de l'économie sociale de l'INEGI et nous travaillons avec l'INAES pour le mettre à jour et je suis certain que si dans 10 ans l'économie sociale et solidaire jouit du soutien, de la promotion et du soutien dont il a besoin, verra comment ces comptes satellitaires vont acquérir plus de pertinence, plus de présence, plus de densité dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Mais placer le thème de l'égalité, la collaboration, la coopération, la durabilité et l'égalité entre les hommes et les femmes dans ces activités productives, cela me semble que c'est une contribution essentielle, transcendantale. Merci Pablo pour ton message, merci pour cette énumération de tous ces concepts et sujets. Bérénice Alcalde, directeur à la liaison de l'Institut de l'économie sociale, pour qu'elle fasse ses conclusions et qu'elle mette en exergue les réflexions les plus importantes issues de cette discussion. Merci beaucoup. Alors oui, nous allons maintenant tous faire des échanges rapides pour clôturer cette session. 3 idées principales qui ont surgi, 3 idées très concrètes. Que devons-nous faire dans le cadre de l'économie sociale et solidaire pour abaisser les inégalités et promouvoir l'emploi digne? Et alors, avez-vous entendu parler du coefficient Gini? La Banque mondiale a établi ce coefficient et il y a quelques années, il a déjà prélevé les pays les plus inégalitaires au monde et quels étaient les pays, le nombre de pays les plus inégaux de notre région en Amérique latine, 5, 2, 8, combien?
Nous sommes dans la région la plus inégale au monde. Alors, de nouveau, la question, ce coefficient, les actions ou les idées très spécifiques, comment abaisser les inégalités et migrer à un cadre de travail digne. Et commençons par le Chili avec Monsieur Pablo. Pablo, vous avez la parole. Merci. Bon, ce n'est pas une tâche facile que de pouvoir résumer en 3 points ce qui nous conviendrait le plus. Mais bon, grosso modo, ce qu'on analyse ici, le travail collaboratif dans le cône sud de la région et l'objectif en commun qui a déjà été déterminé, qui est fondamental. Ne pas perdre le cap et puis finalement, il est important et la formation, à partir de la formation pour outiller différemment toutes les personnes, que les personnes soient capables de prendre la meilleure voie qui leur conviendra également avec le soutien des gouvernements. Merci Pablo. Costa Rica avec Marvin, 3 actions, des idées concrètes pour abaisser les inégalités et générer des emplois dignes. Marvin, il me semble qu'on commence dans le secteur. Il faut commencer par le secteur avec une politique de salaire équitable, les entreprises du groupe Mondragon et ces brèches entre ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins. Par exemple, au Costa Rica, où nous avons 3 des coopératives au crédit les plus importantes d'Amérique latine, il y a des managers, des cadres qui gagnent 25 000 $ par mois. Alors, les brèches sont immenses. Alors, par ailleurs, une décentralisation et une diversification de l'acheminement des ressources pour les groupes coopératifs. Nous voyons une grande concentration dans les associations de crédit puisqu'elles présentent les niveaux de risque les plus acceptables. Mais si on va aux coopératives agricoles, on parlait de la chaîne de valeur du café, ces associations sont en abîme. Et finalement, une autre mesure à entrevoir, c'est que il devrait y avoir une meilleure distribution de ces ressources en termes de distribution et en termes territoriaux. Et ce transfert parafiscaux pour la promotion des coopératives et ces 10% des profits de la Banque de l'État et qui sont concentrés pas seulement sectoriellement, mais territorialement également. Et ces secteurs et ces localités les plus éloignées ont grand mal à accéder à ces crédits, à ces ressources. Merci Marvin. Le Nicaragua, Monsieur David Lumpi. 1 minute. Bon, à partir de l'expérience du Nicaragua, il est important de dire que les politiques intégrantes, d'accompagnement intégral, c'est-à-dire nous ne pouvons pas seulement générer un accompagnement productif dans le cadre de l'économie sociale, mais nous devons poursuivre l'accompagnement commercial et dans le cadre de l'accompagnement également, veiller à la promotion associative de l'économie sociale, c'est-à-dire notre politique dans le cas du Nicaragua. On observe que ceci doit être très bien articulé, sinon l'économie sociale va entrer dans des espaces d'intermittence dans les procès de cette politique. Et quant aux communautés autochtones, il est important de gérer des politiques intégrantes au niveau territorial parce que la vision des groupes ethniques et autochtones, c'est une vision intégrale, pas une économie intégrale de leur territoire, une économie intégrante. Alors, il faut apprendre de leur potentiel. Merci beaucoup. Merci, David. Le Venezuela avec Richard. Richard, vous avez la parole. Bon, 3 propositions bien tangibles. Tout d'abord, un système qui nous permettra de nous organiser, de nous connaître, savoir qui nous sommes, ce dont on a besoin en matière d'entreprise et d'organisation de l'économie sociale.
Et dans un deuxième temps, la formation professionnelle et technique est très importante et surtout qu'on se voue à la conception de politiques cohérentes vis-à-vis des politiques locales et la reconnaissance de l'économie sociale. Et je rebondis sur ce que mon collègue a déjà mentionné, avoir des politiques de distribution financière et économique intégrantes avec plus de cohérence et de cohérence vis-à-vis le potentiel des entreprises de l'économie sociale. Merci. Merci beaucoup, Richard. Et là-dessus, nous allons clôturer la session. L'importance de la coopération sud-sud et ce réseau de partenariat en Amérique latine, car chacun parlait, soulevait le thème des politiques publiques plus équitables, on parlait des différences des salaires, de créer des politiques publiques qui soient à même de créer des outils d'économie sociale et permettre la coopération des entreprises territoriales également, une politique locale territoriale que nous parlions également de l'importance de générer des politiques publiques intégrantes et cette importance de la génération de partenariats et de secteurs si indispensables à la coopération et le réseau qui est en train de se tisser. Et vous dire, dans le cadre de la pandémie, les femmes et les jeunes sont les premiers à être mis en abîme. Ce sont les premiers qui ont basculé lors de la pandémie. Alors, l'économie sociale et solidaire est idéale pour générer ces formations, ces instruments pour les coopératives qui nous accompagnent aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on travaille dans ce réseau. Pouvoir créer des mécanismes d'emploi dignes. Plus de 70%, ce sont des emplois informels et tous les gouvernements, tous les secteurs, toutes les entreprises privées, les associations, etc., devraient travailler à l'unisson pour que la population, mais surtout les jeunes et les femmes qui sont toujours, même dans le cadre de cette crise, aussi vulnérés, avoir des politiques publiques et des actions concrètes. Merci pour ces actions concrètes, ces propositions que vous avez partagées avec nous. Je cède maintenant la parole à Raoul de la CEPAL pour qu'il nous parle de ce qui va se passer à la fin de ce mois et comment nous allons poursuivre nos actions vis-à-vis du réseau latino-américain dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci, Béré. Bonjour à tous et à toutes. En conclusion, je vous invite à la 4e réunion de la conférence régionale sur le développement social d'Amérique latine et les Caraïbes que nous organisons entre la CEPAL, le gouvernement d'Antigua et la Barbade et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Cette conférence, l'UNDP, sera tenue entre le 26 et 28 octobre et lors de cette rencontre, avec la participation des autorités de la région, nous allons présenter des documents sur les catastrophes, les inégalités et les alternatives à la mise en œuvre des lignes d'action de l'agenda régional et le développement social inclusif que nous avons approuvé en 2019 dans la ville de Mexico. Et tout spécifiquement, je vous invite aux manifestations parallèles et simultanées qui seront tenues à l'occasion de cette conférence régionale et où nous tiendrons une session sur l'économie sociale organisée par nos collègues de l'INAES du Mexique. Et ce sera la 5e manifestation qui sera organisée conjointement et qui fait le constat de l'intérêt des fonctionnaires publics pour l'économie sociale et solidaire. Et je clôture en faisant appel à l'action pour que nous mettions à profit les efforts du Forum global de l'économie sociale, du G7 et les plus de 50 manifestations pour apprendre des multiples expériences qui vont contribuer à renforcer l'économie sociale et solidaire dans la région. Merci beaucoup. Merci, Raoul. Et là-dessus, on clôture. Et on ne dit pas clôturer. Nous allons poursuivre la construction de réseaux d'alliances, de partenariats dans la région d'Amérique latine. Nous sommes pleinement convaincus que nous avançons vers un monde meilleur. Bon après-midi et je
prends congé de Madame Bérénice et ne restons pas pour compte. Ces inégalités nous font mal et nous blessent, mais c'est une invitation à agir et c'est un appel à l'action, des actions concrètes pour parvenir à une vie bien plus digne. Et maintenant, la photo de groupe. Estamos aquí, donde todo hace sentido, en este lugar lleno de historia, de grandeza, nuestra casa, donde hace más de 7 siglos inició todo, nuestra gran Tenochtitlan. Este es nuestro sitio, donde honramos nuestro pasado, vivimos el presente y soñamos el futuro. Lugar donde habitan guerreros y guerreras que históricamente han luchado batallas juntos, solitariamente. Ayer, la historia presentó un reto sin precedentes que marcó nuestro camino, pero hoy nuevamente nos unimos para levantarnos como lo hemos hecho siempre. Porque la Ciudad de México está más viva que nunca y su corazón late intensamente con toda su magia y esplendor. Una ciudad lista para recibir a nuestra gente y a nuestros invitados con toda seguridad, para crear en ellos experiencias y sensaciones únicas que nunca olvidarán. La Ciudad de México es un lugar consentido y que consiente a quien la visita, porque puedes respirar una ciudad que tiene nuevos pulmones, con parques y áreas verdes recuperadas que hoy son admirados en el mundo, con espacios sorprendentes que han cobrado una nueva vida. Ciudad de México, un lugar donde se observa y se aprecia el arte, la cultura, cuna de tradiciones, lugar para mirar en la historia y para observar la modernidad y visionar el futuro. Estamos aquí donde el gusto por nuestra gastronomía no tiene límites, lugar de sabores, texturas, aromas y colores. Una ciudad hospitalaria, con tacto para atender a nuestros invitados como se merecen, con el mejor servicio, amabilidad y calidez. Una ciudad segura que gracias a un eficiente programa de vacunación prioriza la salud y la seguridad de todos. Estamos aquí donde el latir se escucha a través de los sonidos, el de nuestros habitantes, el de las calles, los parques y rincones, los espacios que marcan el pulso de una ciudad vibrante. Ciudad de México, una ciudad donde todo hace sentido, que se mueve, que no se detiene, movilidad de clase mundial que llega lejos y alcanza un nuevo destino. Sean bienvenidos a la ciudad que lo tiene todo y que hoy se reactiva con el impulso de su gente. Esta es la capital cultural de América, la capital de los derechos y la innovación, una ciudad que vibra, late y se siente, una ciudad segura. Visita la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México.